Olivier Weber, qui est grand reporter, prix Albert Londres, et qui est aussi un aventurier. Il vient nous parler d'un autre aventurier qui s'appelle Joseph Kessel. Il lui a dédié notamment un magnifique livre, un dictionnaire amoureux aux éditions Plomb. D'ailleurs, il y aura une séance de dédicace à la fin de cette conférence. Et donc, nous sommes très heureux de recevoir Olivier Weber parce que lui-même est sur le terrain, lui-même a cette sensibilité comme ça du voyage, de l'écriture. Donc, il connaît évidemment très bien le sujet et en même temps, il le vit aussi tous les jours. Nous sommes très privilégiés parce que, comme vous pouvez l'imaginer, il est très très souvent en voyage. Il repart d'ailleurs bientôt en Syrie. Et donc, il nous fait l'honneur de revenir à Nice. Et je dis bien revenir parce que c'est aussi un enfant du pays puisqu'il y a passé quelques années. C'est peut-être que là, sa grande histoire d'aventurier a commencé finalement peut-être à Nice. Peut-être nous en dira-t-il quelques mots. Voilà, donc je vous remercie infiniment d'être là. Je vous souhaite la bienvenue à Olivier Weber. Nous sommes vraiment ravis de le recevoir et je vous souhaite une très belle conférence. Merci. Merci beaucoup. Merci Karine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis comme Kessel, un niçois d'adoption. J'ai passé mon enfance et j'ai fait mes études. Et je disais tout à l'heure que j'ai commencé mes rêves d'aventure à équidistance du CUM. D'un côté, c'était la mer, puisque j'étais, pour payer mes études, maître nageur, plongeur sous-marin et pilote de bateau d'intervention avec le secours en mer qu'on venait d'ouvrir. Bon, j'avais 20 ans, ou même pas 20 ans, juste en face, là, au forum, en bas de Gambetta, et puis à la Tour Rouge sur le port, et puis la faculté qui est derrière, donc derrière le CUM. Et c'est là où j'ai appris à rêver, même si j'écrivais depuis de nombreuses années. Et parmi nos maîtres, entre guillemets, nos mentors, il y a deux Niçois, il y a Joseph Kessel, et puis un autre juif russe comme Joseph Kessel, qui est son cadet de 16 ans, qui est Romain Gary, et qui venait lui aussi donc, à côté, et dont la mère, la fameuse mère Mina, donc, tenait un hôtel à côté, en bas du boulevard François Grosso. Donc Kessel est né en 1898, il est mort en 1979, ce qui fait une longue vie parce que vous verrez qu'il n'a pas lésiné sur les moyens, il a vraiment fumé la vie par tous les bouts. Et je dis ça parce que c'était un grand fumeur d'opium. Et celui qui l'a initié, c'était donc Cocteau, on va en parler. Et donc Kessel a été un aventurier, comme Karine le disait, un écrivain, un grand reporter, d'abord grand reporter et ensuite écrivain, contrairement à Romain Gary, qui est né lui en 1914, donc 16 ans, je le disais, après Kessel, et qui lui a d'abord été écrivain, aviateur comme Kessel, et à la fin de sa vie, grand reporter pour la presse américaine. Et voilà, Kessel, moi j'ai écrit 2 livres sur lui, je dirige le prix Joseph Kessel, qui est un prix qui me tient très à cœur. On a un très très beau jury avec des prix Goncourt, Patrick Rambaud, Tahar Ben Jelloun, et d'autres écrivains, Michel Kahn, qui est né à Nice d'ailleurs, et d'autres écrivains. Et donc voilà, c'est une manière aussi de perpétuer cette mémoire. Et j'ai écrit ce livre parce que voilà, je me disais que il y a une très très belle biographie qui a été écrite par Yves Courrière, qui est un ami, qui est mort il y a moins d'une dizaine d'années, qui était un grand ami aussi de Kessel, qui faisait partie un petit peu de la bande de ce que j'ai appelé les correspondants de la côte. C'est l'entrée C dans ce livre, avec Louis Nucera, avec Raymond Moretti et bien d'autres, qui se retrouvaient d'ailleurs dans l'atelier de peintre de Raymond Moretti à Cimiez. Et Kessel, il y a plein de choses à dire, parce qu'il a été résistant également, il a été aviateur pendant les 2 guerres mondiales, et là c'est une photo extraite d'un de ses films sur l'Afghanistan, qui s'appelle La passe du diable, en 1956, et on va voir tout à l'heure qu'il a été réalisé avec un jeune caméraman qui va devenir un grand cinéaste, qui s'appelle Pierre Schoendorfer. Je pense que vous l'avez connu, j'ai eu la chance de le connaître, on a malgré nos 40 ans ou 50 ans de distance. Et avec Pierre, je l'ai rencontré sur les plateaux de télévision pour nos livres respectifs et je l'ai fait venir ici au CUM. Je disais ça tout à l'heure à Karine, en 2009, pour un colloque international de 2 jours sur Joseph Kessel avec d'autres intervenants comme Yves Courrière. Voilà, on voit Kessel et son éternel fume-cigarette entre les mains. Kessel, donc, qui était aventurier, mais qui a eu toute sa vie la nostalgie des steppes. Son père, on le voit ici, on voit la famille Kessel ici, le jeune Joseph Kessel est en bas à droite,
et l'un de ses frères est à gauche. Et là, il est avec ses oncles et tantes, pardon, on ne voit pas son père. Ils sont originaires d'Orenbourg, qui est une ville qui est sur un grand fleuve qui s'appelle l'Oural. Et d'un côté, on voit l'Europe, la rive droite, et la rive gauche de l'autre côté, donc c'est l'Asie. Et le jeune Kessel, qui n'est pas né là-bas, qui est né à Buenos Aires en Argentine, enfin à côté de Buenos Aires en 1898, il est retourné avec ses parents. Et il a découvert la route de la soie et les caravanes et les chameaux bien avant la voiture. Il arrive à Nice après, en 1904. Regardez, c'est pas très loin, hein, c'est presque pris en face. Je sais pas où c'est pris, c'est peut-être pris d'ailleurs. Oui, non, c'est un peu plus loin. C'est, je pense, entre Gambetta et Jean Médecin, avec la fameuse jetée, le fameux casino qui a disparu depuis. Et c'est à peu près l'image que voyait le jeune Kessel, donc, qui est arrivé ici à l'âge de 6 ans, avec son père qui s'installe dans un appartement à côté, la rue Aubert, puisque Samuel Kessel était un médecin juif russe, et qui a fait ses études à Montpellier, qui rencontre sa future femme Raïssa, et il s'installe ici pour des raisons climatiques, parce qu'il était assez malade des poumons. Il en est mort d'ailleurs quelques années plus tard. Et le jeune Kessel apprend à rêver ici avec ses deux frères, et on le voit ici, alors je ne sais pas où est-ce qu'il est d'ailleurs sur la photo. Ah oui, pardon. Deuxième rang, donc c'est le lycée Masséna, qui s'appelait le lycée de Nice à l'époque, en 1911. Il a 13 ans. C'est le deuxième rang et c'est le troisième à partir de la droite. 1, 2, 3, vous voyez, avec le collet blanc et l'uniforme noir. Voilà, c'est Joseph Kessel, 1911. C'est vraiment un lycée qui l'a beaucoup marqué, comme Romain Gary une vingtaine d'années plus tard, parce que il a appris à y faire du théâtre. Il avait un très très bon professeur, le professeur Hubert Morand, d'ailleurs qu'on voit au milieu, qui a détecté ses qualités et qui a détecté sa sensibilité et qui a bien vu qu'il allait devenir un écrivain. Alors là, il est pas mal, hein. Mesdames, oh messieurs aussi. Alors c'est très drôle parce qu'en 1918, il va s'engager d'abord comme artilleur et ensuite comme pilote d'aviation. Il n'a pas 20 ans parce qu'il est né en 1898. Et à l'époque, comme Romain Gary pour la guerre d'après, on avait besoin de pilotes. Et on prenait des mécaniciens, des navigateurs qui ne savaient même pas piloter. Et comme les pilotes, les as des as, les fameux pilotes, tombaient très vite, et ben on les remplaçait par des jeunes sous-lieutenants comme Kessel. Regardez, on voit ce que ça donne, les biplans que pilotait donc Kessel pendant la guerre. Alors j'aimerais revenir sur la photo précédente parce que quand il joint l'armée, donc en 1917-1918, en fait, il était juste auparavant brancardier volontaire pour les blessés de la guerre 14-18. Et vous savez où c'était? Donc il avait 16 ans, on est en 1900, il avait 18 ans, on est en 1916, pardon. C'était l'hôtel de Cimier, que vous connaissez, qu'on voit sur le hauteur de Cimier, qui avait été réquisitionné par l'armée française pour pour mettre les blessés. Je me demande si je n'ai pas la photo ici, parce qu'on aurait reconnu quand même l'hôpital de campagne donc, pour l'armée française. Kessel donc s'aventure au-dessus des lignes allemandes, il devient pilote de facto, hein, sans grande formation, et il s'en sort. Ça fait un livre assez extraordinaire. Alors d'abord, voilà, on le voit à bord d'un Salmson, qui est un de ces biplans qui est tombé très vite pendant la guerre. La Première Guerre mondiale, c'est la première guerre qui utilise des avions, la première guerre avec aviation utilisée sur le champ de bataille. Et l'uniforme, ou le sigle plutôt de cette fameuse escadrille S-24, c'était le lapin au clairon qu'on voit. Et oui, Kessel, on le voit aussi. Vous voyez, il y a un homme à képi juste à gauche du clairon et du lapin, et Kessel est encore à gauche. Voilà, et il est extrêmement marqué parce que Thélis Vachon, qui était le jeune commandant de l'escadrille S-24 en Champagne, meurt en octobre 1918, pratiquement avant l'armistice. Il descend 3 avions allemands, il est blessé, il arrive à poser son avion, son biplan, sur un aérodrome, et il meurt dans l'ambulance qui l'emmène à l'hôpital. Et ça a bouleversé Kessel, parce qu'il était fasciné par cet aîné, ce hiérarque, mais qui n'avait que 4 ans de plus que lui. Il en fait un roman qui s'appelle L'Équipage. Alors l'Équipage, c'est extraordinaire, parce que L'Équipage est le premier roman sur l'aviation moderne, qui avait beaucoup plu d'ailleurs à De Gaulle. Il sort en 1923, et paf, 250 000 exemplaires. C'était énorme. Il a 25 ans, c'est le succès. Mais ce n'est pas tant un roman sur l'aviation qu'un roman sur un amour partagé.
qui est une histoire vraie, entre deux pilotes de sa compagnie, même si c'est un roman. Il invente, mais l'histoire s'est réellement passée, et une femme. Et la femme, Hélène, est la maîtresse de l'un et l'épouse de l'autre. Et les deux pilotes ne le savent pas. Et c'est toute l'histoire de la trahison, de la loyauté. Ils découvrent évidemment au bout d'un certain temps qu'elle est donc la maîtresse et la femme de l'un et de l'autre. Et je ne vous raconte pas la fin. C'est un très très beau roman aussi sur voilà, l'amitié trahie entre guillemets. Et cette histoire, et on va comprendre toute l'œuvre de Kessel, qui est un vrai écrivain russe, enfin au sens dostoïevskien du terme, parce que toute sa vie, Kessel a porté une culpabilité sur les épaules. Pourquoi? Parce que son petit frère, qu'on a vu sur la photo tout à l'heure, Lola, Lazare, de son vrai nom, Lazare Kessel, ils étaient trois dans l'appartement de la rue Aubert. Joseph était l'aîné, Georges celui du milieu, et le plus jeune, le Benjamin, donc Lazare, qui était un grand, à 19-20 ans déjà un grand comédien de la comédie française. Et quand Kessel part à la guerre ici, il dit à son petit frère, écoute, je te confie ma fiancée, elle s'appelle Eva, voilà, je pars à la guerre et tu la protèges. Et il l'a tellement protégée que le petit frère est devenu l'amant donc d'Eva. Alors le grand frère, qui était un bon grand frère, l'a pardonné. Et ce qui s'est passé en revanche, c'est qu'ils sont allés déjeuner sur le boulevard Saint-Michel à Paris en 1920, donc 2 ans après l'armistice. Kessel a 22 ans. Il est employé au journal des débats, qui est à côté du Louvre, parce qu'il parle anglais et russe. Et après le déjeuner, donc il retourne au journal et puis il reçoit un appel du commissaire de police du 1er arrondissement. Monsieur Kessel, votre petit frère est mort. Il dit, c'est pas possible. Je viens de déjeuner avec lui. Si. Il s'est tiré une balle dans la tête à l'hôtel de la Sorbonne, en face de la Sorbonne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le petit frère, 20 ans, avait été chassé du domicile familial par le père, Samuel, qui était quelqu'un d'assez rigide, et qui ne concevait pas qu'il ait pu avoir une liaison avec une femme non mariée. Et cette femme, c'est la mère de Maurice Druon. Donc, Lazare Kessel et sa compagne, on va le dire comme ça, ont eu pour enfant, il est né en 1918, Maurice Druon. Et on ne sait pas pourquoi, mais il y a plusieurs raisons, souvent dans un suicide. Lazare se suicide, peut-être parce qu'il portait aussi cette faute sur les épaules, on ne saura jamais. Peut-être parce qu'il a été chassé du domicile familial, mais toujours est-il que le grand frère, toute sa vie, va avoir cette faute lui-même sur les épaules. Et toute son œuvre, les romans, je vous invite à les relire d'ailleurs, portent cela, cette sensibilité, voilà, cette culpabilité, cette faute. Et on retrouve là la patte un peu des grands écrivains russes comme Dostoïevski. Voilà, ça c'est un extrait de l'Équipage. C'est très très bien écrit. Et Kessel va... ah ben voilà la photo de Nice, voilà. Là on est à l'hôtel impérial, c'est encore un autre hôtel du parc impérial, réquisitionné également. Il y avait l'hôtel de Cimier, l'hôtel impérial. Et il est avec des belles infirmières d'ailleurs, des blessés de guerre. Et Kessel, vous le devinez? Il est en haut à gauche avec les cheveux longs. Donc là, c'est le début de la guerre, il a 16 ans. Et c'est là où, en étant infirmier, brancardier volontaire, il veut vraiment s'engager avec l'escadrille de Thélis-Vachon qu'on voit à droite. Et ça donne un engagement de 14-18 assez prononcé, parce qu'il est pilote. Et avant même l'armistice, quelques jours avant, on demande s'il n'y a pas des volontaires pour aller se battre contre les Russes rouges communistes en Sibérie, avec les Russes blancs. Comme il parle russe, il dit oui, j'y vais. Il fête l'armistice sur un paquebot américain au large de Brest, il s'en va, il traverse les États-Unis en train, et là, je ne vous mens pas, c'est l'orgie. Ça donne Dame de Californie, mais c'est vrai, les héros de la guerre 14-18 sont accueillis à bras ouverts par toutes les femmes américaines qu'ils peuvent rencontrer. Et donc Kessel le raconte dans différents livres, surtout Dame de Californie. Et les héros de la guerre sont littéralement sortis de leur wagon, de leur convoi de passagers à la halte, à Chicago, à San Francisco, etc. Et Kessel, à 20 ans, en a été traumatisé, donc il gardera un amour fou pour les femmes toute sa vie. Voilà, je vous préviens, on va parler d'alcool, de cocaïne, d'opium et de maîtresse dans cette conférence, je suis désolé pour les oreilles sensibles. Et ça en fera des romans, mais Kessel est un homme à femme, comme Romain Gary d'ailleurs, il ne faut pas se le cacher, et en même temps quelqu'un qui a toujours été
tendre, en fait, qui a toujours vénéré la gente féminine. Et on le voit aussi dans ses livres en particulier, quoi. Alors là, en 1924, Joseph Conrad, qui est un autre écrivain slave, polonais, que Kessel aimait beaucoup, meurt. Il meurt en 1924. Et Kessel, on voit d'ailleurs son nom sur la liste. Où est-ce qu'il est? Il y est ou pas? Ah non, pardon, je n'y pas, d'accord. Je suis trop près. Avec Paul Valéry, bien connu au CUM, dernière ligne, André Mauroy, André Gide. Et c'est Gide qui le fait rentrer à l'NRF, la Nouvelle Revue Française, qui est, voilà, on va dire, l'ancêtre de Gallimard. Et il fait un papier remarquable de 20 de pages sur Conrad, qui a beaucoup plu à André Gide et à André Mauroy. Voilà, premier reportage en 1920, c'est l'Irlande, il a 22 ans. Il veut couvrir la révolution ou la guerre d'indépendance des Irlandais contre les Britanniques. Et grâce à une série de contacts et surtout la chance, la baraka, il va parvenir à faire un très très beau papier. Et je vais montrer aussi la photo de sa femme qu'il rencontre sur un bateau quand il rentre de cette guerre à Vladivostok, en Sibérie, où il ne s'est rien passé. Pendant 4 mois, à l'automne 1918, à l'hiver 1918, en fait, il a gardé la gare de Vladivostok et des munitions, mais la guerre était introuvable. Les Russes communistes n'étaient pas aux portes de la Sibérie, ils étaient beaucoup plus loin. Et donc, c'était relativement calme pour lui. Et sur le bateau du retour, le paquebot, qui l'emmène de Shanghai à la mer Rouge à Marseille, il rencontre sa future femme, qui est une princesse roumaine, sauf que Sandy a la tuberculose, elle va mourir assez vite dans un sanatorium à Davos, en Suisse. J'ai voulu montrer aussi la photo de Montmartre en 1934, parce que très vite, Kessel va développer une passion, on va dire, pour la pègre, pour les bandits. On va voir que ça va lui servir, y compris pour dénoncer. Et je crois que c'est le premier romancier à avoir écrit sur les camps de concentration en 1936, pour dénoncer les camps de concentration nazis. Grâce à la pègre de Berlin, il a fréquenté la pègre de Beyrouth, les bandits de New York, les bandits de la prohibition, etc. Il avait des informations par eux, mais quelque part, il était aussi lui-même, peut-être pas voyou, mais pas loin du banditisme. Il aimait ça en tout cas. Et alors, ça lui permet d'aller aussi en Palestine. En 1926, il a 28 ans. On lui propose d'aller voir les colonies de peuplement juif de Palestine, qui n'est pas encore Israël. Et la personne qui lui propose cela, c'est un jeune chimiste britannique, qui a permis d'ailleurs aux Britanniques d'avoir quelques bombes chimiques pendant la guerre 14-18, qui est d'origine biélorusse. Et en fait, c'est l'un des dirigeants de l'organisation sioniste mondiale. Il s'appelle Chaim Weizmann. Ça vous dit peut-être rien, mais Weizmann va devenir en 1948, lorsque l'État d'Israël se crée, le premier président de l'État d'Israël. Puis il dit à Kessel, écoutez, monsieur Kessel, je vous connais, je lis vos papiers, c'est très bien, venez avec moi en Palestine. Et Kessel refuse. Il se laisse quand même convaincre. Ils vont faire des livres magnifiques parce qu'il est émerveillé par la ténacité des colons juifs, qu'ils soient français, qu'ils soient tchèques, qu'ils soient lettons, qu'ils soient russes, à Haïfa, Tel Aviv, et puis dans quelques villes du nord de l'actuel Israël. Et ça va faire une belle histoire, vous verrez tout à l'heure, parce qu'il y retourne en 1948. Je ne vous dis pas encore la suite. Ça donne aussi des belles expéditions pour différents journaux, y compris avec l'Aéropostale et la compagnie précédente qui s'appelait la TECOR. Et donc, bien sûr, c'est Mermoz, bien sûr, c'est Saint-Exupéry. Et ce sont des reportages qui l'emmènent jusqu'à Dakar. Il ne va pas traverser l'Atlantique. Mermoz, qui devient un ami incroyable, vraiment un ami à vie pour Kessel, malgré les sympathies de Mermoz pour l'extrême droite, ce qui n'était pas le lit, on va dire, le lit politique de Kessel. Kessel donc va être fasciné par Mermoz. Or, Mermoz meurt à bord d'un hydravion qui se crache en mer dans l'Atlantique Sud lorsqu'il essaye de rallier l'Afrique aux côtes brésiliennes. Il a 35 ans, on le voit. Il était beau comme tout. C'était une amitié très très forte qu'ils avaient entre eux. Et Kessel est effondré. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ah bah oui, je l'ai là. Alors ça, c'est un cadeau pour le CUM. C'est inédit, hein. C'est un peu abîmé. C'est une lettre que j'ai pu retrouver de Kessel. Voilà. J'ai quelques cadeaux comme ça pour vous, mais c'est bien parce qu'on est à Nice, hein. Et c'est une ode à Jean Mermoz qu'il écrit
en pleurant. Alors, c'est un peu abîmé parce que le coffre dans lequel j'ai retrouvé la lettre a pris l'eau, désolé. Il en va de même d'autres manuscrits. Et ça commence comme ça, je tremble en commençant d'écrire, 3 petits points. Et après, il exprime toute sa tristesse à l'égard de Mermoz, qui était vraiment un grand ami, un aventurier, en fait, comme Kessel. Et moi, c'était un de mes premiers livres que j'ai lu gamin, j'ai dû lire ça à 8 ans ou 9 ans. Alors ça avait un peu déplu à la famille de Mermoz, parce que Kessel révèle dans le livre que Mermoz, comme lui, prend de la cocaïne. C'était un peu à la mode à l'époque, donc j'ai parlé de Cocteau tout à l'heure, je vais parler de son amant supposé qui est Raymond Radiguet, qui est mort à 20 ans, qui a écrit Le Diable au corps. On prenait la cocaïne dans les milieux littéraires, on le verra tout à l'heure aussi, même dans les milieu de ceux qui vont faire la résistance. Alors ça a déplu à la famille, mais il reste que c'est un modèle aussi de livre biographique romancé, parce qu'évidemment, il a un peu inventé, il a mis du mesclin, comme on dit dans le Midi, mais la réalité, elle est transcendée. C'est ce que je dis dans le livre également, dans le dictionnaire amoureux, c'est que on peut être romancier et grand reporter, parce que quelquefois, les romans vous expliquent davantage une guerre ou un pays qu'un reportage ou qu'un essai. Alors, là, il se passe une histoire extraordinaire. Là, c'est Kessel, il est sur le boutre d'un fixeur, comme on dirait aujourd'hui. Moi, j'en cherchais un pour la Syrie. Un fixeur, c'est un accompagnateur. Et on demande à Kessel, avec Le Matin, qu'on voit ici, la direction du Matin, qui est un grand journal, propose à Kessel, en 1930, il a 32 ans, de partir où il veut. Carte blanche. Monsieur Kessel, faites ce que vous voulez. Et Kessel se gratte la tête, il réfléchit quelques jours, et puis il revient au bureau, il propose au rédacteur en chef de partir sur les traces des marchés d'esclaves et des esclavagistes en Éthiopie, l'Abyssinie de l'époque. Et il prend comme accompagnateur, comme fixeur, un sacré pirate français, Henri de Montfred, qui était plus âgé que lui. Et c'est Kessel qui va en faire un écrivain d'ailleurs. Ça donne une série d'articles de 150 000 signes, donc ça veut dire un petit livre sur 15 jours, avec à la une les reportages de Kessel. À l'époque, il y avait des camions qui défilaient avec les publicités pour les journaux, parce que toute la publicité, bien sûr, allait au seul média qui existait. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, donc c'était les quotidiens. Et j'ai calculé ce qu'on a donné comme avance de frais à Kessel pour partir en Abyssinie. En euros constants 2019-2020, ce qu'on lui a mis sur la table, il n'y avait pas de chèque, il n'y avait pas de carte de crédit, je ne parle pas de salaire, je ne parle pas d'émoluments. Je parle simplement de notes de frais pour partir. Le reportage a duré 4 mois quand même. Là, on voit Henri de Montfred à gauche, Kessel au milieu, qui avait un peu grossi. Et puis, il avait encore 2 autres compagnons. Et là, c'est un guerrier d'Anakil qui l'accompagne. Donc, devinez combien on lui met en cash, c'est des billets, dans une malle, avant de partir en 1930 pour l'Abyssinie. En bateau, Marseille, la mer Rouge, etc. 250 000 euros. Vous vous rendez compte ? Nous, quand on a 3, 4, 5 000 euros de notes de frais, on est content. La guerre coûte cher. La guerre coûte cher. Mais ça vous donne une idée des moyens de la presse. Hier au bistrot à Gare de Lyon, j'étais avec un copain qui est niçois, en fait, qui a dirigé Le Monde, s'appelle Éric Fotorino. Je pense que vous le connaissez. Et parce qu'on fait souvent des débats, on vient d'en faire un sur Romain Gary il y a quelques mois. Et Éric a lancé Zadig, il a lancé America avec François Bunel et Le 1, qui est un hebdomadaire qui se déplie, etc. Il n'est pas sûr que ça passe la barre du 1er mai pour des questions de messagerie et de distribution, etc. Donc la presse aujourd'hui est précaire et à l'époque elle était richissime. Et Kessel faisait augmenter les tirages comme un autre grand reporter, qui est le prince des grands reporters, qui est Albert Londres, de 100 000, 150 000, 250 000 exemplaires. C'était risqué, mais il a retrouvé des esclavagistes et des esclaves grâce à Kessel, grâce à Montfred, pardon. On voit Montfred à gauche, à Obok, là, à côté de Djibouti. Kessel est au milieu, et les 2 compagnons de voyage sont à droite, dont Jérôme Perrier, qui était arabisant et poète, et puis un ancien militaire également. Voilà, alors je mets le Crimbe au Pôle Nord, pourquoi ? Parce que Hergé s'inspirait pour ses albums qui nous ont tous fait rêver. Je pense que moi aussi, ça m'a donné le goût du voyage. Il s'est inspiré de 2 auteurs, c'est Albert Londres, que j'ai cité, et Kessel. Et on retrouve, j'en parle dans le livre à plusieurs reprises, on retrouve dans les personnages de Hergé
des personnages que Kessel a connus, dont le capitaine Muller, qui était un méhariste. Là, on voit Tintin en méhariste. Le capitaine Muller, qui était un méhariste qui a vraiment existé, qui était en Syrie, où je me rends prochainement, et que Kessel a connu et rencontré, et qui est portraitisé donc par Hergé dans Le Crabe aux pinces d'or. D'ailleurs, dans un des albums, on voit aussi Henri de Montfred. On pense que c'est Henri de Montfred, c'est pratiquement sûr, quoi. Voilà, donc alors, ce qui est incroyable, c'est que Kessel, avec son autre frère, enfin le survivant, Georges Kessel, lance des journaux, Gringoire, qui va devenir malheureusement un journal antisémite, et Détective, qui était un journal sérieux à l'époque. Et alors, il a, on va dire, 30 ans et quelques, 34, 35 ans, il emploie, tenez-vous bien, André Malraux, c'est chic, hein, Colette qui est en bas, qui était à la rubrique des faits divers, pour Gringoire, Cocteau en haut à gauche, et Raymond Radiguet, qui est son amant supposé, et Romain Gary, je dirais en 36, 35 même, bravo, Karine a écrit aussi sur Romain Gary. Romain Gary va publier 2 nouvelles, ce qui va faire évidemment la joie de sa mère, et il va arrêter d'écrire lui aussi quand le journal va devenir antisémite, et les 2 Kessel vont en partir. Mais c'est quand même chic d'avoir tous ces auteurs dans la galerie des pigistes, comme on dirait aujourd'hui, et ça marchait très bien. Donc Kessel était jeune, Cocteau était beaucoup plus âgé, mais il y a une vraie amitié qui va naître entre eux, au point que quand Raymond Radiguet meurt à 20 ans et quelques, Cocteau va développer une amitié, mais presque une amitié amoureuse. Il est homosexuel, Kessel ne l'était pas, mais il a essayé de faire une sorte de transfert sur le jeune Kessel, et ça va se traduire par des dessins qu'on voit ici. Ça, c'est Kessel, donc dessiné par Cocteau, et par quelques invitations dans des salles d'opium, de prise d'opium. Voilà. Ça, c'est un extrait d'un livre, La Rose de Java, que j'ai retrouvé également, qui est un roman où il raconte sa traversée de Shanghai à la mer Rouge, où il va rencontrer donc sa future femme, donc Sandy, qu'on a vu tout à l'heure. Regardez l'écriture très nerveuse, très serrée, beaucoup de ratures, etc. C'était vraiment important pour lui. Et ça, j'en parle également dans le dictionnaire amoureux. Et puis la guerre d'Espagne qu'il a un peu raté parce qu'il était en train d'écrire des livres à Paris. La guerre d'Espagne commence en 1936. Il sent, lui, en tant qu'ancien combattant, en tant que juif également, que ça préfigure ce qui va se passer quelques années plus tard avec la guerre mondiale. Il sent que c'est là que ça se passe. Sauf qu'il arrive trop tard, il arrive en 1938 donc. On le voit là sur un camion de républicains espagnols avec son cousin Boris Lesque, il y a un photographe. Et ceux qui l'accueillent à l'hôtel, on les reconnaît, Malraux en bas, la fameuse brigade André Malraux et Teruel, et puis Hemingway qui se moque un peu de Kessel en disant « mais tu arrives un peu tard, la guerre est presque finie ». Et ça a beaucoup marqué Kessel, mais bon voilà, c'était comme ça. Il y a une sorte de rivalité qui va se créer surtout entre Hemingway et Kessel. Mais Hemingway, lui, va devenir extrêmement pro-soviétique, puisque la guerre d'Espagne du côté républicain est traversée par des règlements de compte. Et la GPU, donc le KGB de l'époque, n'aura de cesse que d'exécuter les socialistes, les républicains modérés, qu'ils soient allemands, français, etc. Et ça, il le sent très vite, Kessel. Hemingway ne veut pas le reconnaître, bien qu'il en parle quand même dans son roman Pour qui sonne le glas. Et ça va créer une vraie inimitié entre Hemingway et Dos Passos, qui est un autre grand écrivain américain, et qui voit son traducteur être exécuté par la GPU, donc, et les tchéquistes de la Tchéka, donc la police politique soviétique en Espagne. Donc un peu une guerre ratée pour Kessel, mais l'autre guerre arrive. Il devient, c'est pas très loin d'ici, on voit Kessel en haut à gauche, à Haguet, avec son neveu, que j'ai nommé tout à l'heure, Maurice Druon, absolument, futur secrétaire perpétuel de l'Académie française. Et il rentre dans un réseau qui est un réseau de la résistance. Au départ, il se tâte, il est un peu pétainiste de facto, parce qu'il a été l'un des combattants donc, de 14-18, et Pétain, c'est l'un des vainqueurs. Donc, il est à Lisbonne, il a pratiquement un billet de paquebot dans les mains, avec Pierre Lazareff, qui va diriger François à la Libération, et puis il refuse, il dit non, je ne pars pas pour Londres, je ne vais pas à New York, je reste en France. Et puis en 1942, il devient résistant, il rentre dans la résistance. Grâce à un autre opiumane, pardon de parler d'opium,
qui est un grand résistant, qui s'appelle Dacier de la Vigerie. Et pour la petite histoire, dans les réseaux cartes, lui, Kessel, va participer à des débarquements au large de Cannes et au large d'Aguet, de felouks, donc de boutres, de voiliers britanniques, et de sous-marins. Il va procéder au débarquement d'agents britanniques et d'agenteux, et au réembarquement des mêmes agents et agentes. Il va convoyer des armes, il va convoyer des munitions, et il va sauver la vie de quelques juifs aussi, dont un homme et sa famille qui s'appelle Norman Stein, grâce à des complicités que Kessel a avec un bandit à Monaco, qui fait payer des faux papiers, mais pour Kessel, il ne les fait pas payer. Et au dernier moment, Norman Stein, qui a fait être arrêté par la Gestapo, arrive avec sa famille à avoir des faux papiers, grâce à Kessel, et à partir pour la Suisse. Et pour la petite histoire, la femme qui est là, c'est une chanteuse et une actrice de l'époque, qui est la sœur de Jean Sablon, Germaine Sablon, qui était la maîtresse, l'une des maîtresses, il y avait beaucoup, de Kessel. Et il vivait chez elle, il vivait chez sa femme de l'époque aussi, et chez notre maîtresse, il avait 2-3 appartements sur la Côte d'Azur. Germaine Sablon avait donc sa villa à Aguet. Et pour la petite histoire, donc, c'est que Germaine Sablon faisait partie du même réseau que Kessel. Mais elle ne voulait pas lui dire, c'était top secret. Et c'est à Londres, lorsqu'il se retrouve des mois après, en 1943, que Kessel apprend donc que Germaine Sablon, sa compagne, sa maîtresse, donc, faisait partie du même réseau que lui. Et avant de partir, à Aguet, il va cacher au fond d'un puits, dans une autre villa, un manuscrit qui lui a pris 10 ans de sa vie, qui est un manuscrit magnifique, un livre en 4 volumes, qui s'appelle Le Tour du Malheur, qui est un livre autobiographique, un très beau roman, qui parle de sa vie, qui parle de son père, qui parle de la mort de son frère, etc. Mais tout ça sous une forme romancée. Et il l'enterre au fond d'un puits, et à la Libération, quand il revient de Londres, décoré, puisqu'il redevient pilote entre-temps, il retrouve au fond du puits le manuscrit, et heureusement, parce que ça a fait un très très beau roman. C'était le premier tome et le début du deuxième. Voilà, donc lui, il est dans la résistance, il participe à certaines actions, y compris à Nice, et puis à un moment, la résistance lui dit, écoute, tu es juif, tu es repéré par la Gestapo, c'était à Cannes à ce moment-là, entre Nice et Cannes, il faut que tu partes. Et c'est là où Kessel s'en va, et il se retrouve donc à Londres. Alors, avant d'arriver à Londres, où il s'engage donc à nouveau dans les forces françaises libres, avec André Bernheim, un autre Français. On voit Kessel à gauche, là, et Bernheim va devenir son impresario. C'est l'inventeur du métier d'impresario en France, et qui avait quelques concessions automobiles. Là, on le voit aussi, Kessel au milieu, avec son avion avant de partir de la base britannique d'Harford Bridge, que Romain Gary a fréquenté. C'est là vraiment où ils se fréquentent, Romain Gary et Joseph Kessel. On le voit là aussi, acting captain, donc, de l'escadrille Sussex. Et avant de partir, il participe encore à une opération de réembarquement à Aguet, avec un début de pleine lune, parce qu'il fallait qu'on puisse quand même voir ce qui sortait du sous-marin ou de la Felouk. Et on lui dit, attention, on va réembarquer un agent très important britannique, tu ne dis rien. Et en attendant le sous-marin sur les rochers, Kessel reconnaît cette personne. Il dit, mais c'est vous? Et le type lui dit, chut, ne dis rien. En fait, c'est Nicholas Bonington qu'il a connu 3 ans plus tôt, en 1940, à Nancy, pendant la drôle de guerre. Et Bonington, qui est un agent du MI6, des forces secrètes, donc des services secrets britanniques, était sous une couverture de journaliste, donc correspondant de guerre à Nancy, sur le front franco-allemand. Et il était journaliste donc de couverture avec le Daily Express. Il avait écrit un livre d'ailleurs que Kessel avait lu par hasard en anglais et qu'il avait chroniqué dans un de ses journaux. Et Nicholas Bonington lui fait comprendre de ne rien dire, c'est top secret. Et Bonington, pendant la guerre, était devenu l'un des responsables des services secrets britanniques pour toute la région du Sud-Est, donc les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et Nice. Et là, voilà, ça s'est passé comme ça en 1 heure, et Bonington repart pour Londres. Et ça va lui servir, on le verra dans quelques instants. Kessel arrive à Londres, et il arrive à voir De Gaulle, qui a un très très beau hôtel particulier pour les forces françaises libres,
concédée par Churchill. Et Kessel dit tout de suite au général, « Général, je veux me battre ». Le général dit, « Mais attendez, monsieur Kessel, j'ai lu l'équipage, magnifique, c'est super, vous n'allez pas vous battre, on a besoin de gens comme vous. » Et De Gaulle arrive à convaincre Kessel de ne pas aller se battre, de rester, et lui dit, « Vous allez faire, mon cher ami, un livre sur la résistance. » Et ça donne non seulement un livre, mais un très beau film avec Lino Ventura. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'Armée des Ombres, absolument. Et c'est un livre très courageux, parce que lui, en 1943, Kessel donc écrit un roman sur la résistance, pour ne pas dire il y a les braves résistants et les méchants collabos ou autres. Il dit non, la résistance est traversée de courants, il y a des trahisons, les Britanniques, enfin il ne le dit pas comme ça, mais tout comme, les Britanniques laissent passer des informations aux Allemands, quitte à ce que des résistants se fassent exécuter. Et donc ça fait un livre très courageux. Alors, pour la suite de l'histoire, c'est que Romain Gary, donc, qui avait, donc, je l'ai dit tout à l'heure, 16 ans de moins, arrive lui aussi à Londres. Il va voir le général de Gaulle. Il dit à de Gaulle, moi je suis pilote, je veux me battre. Et de Gaulle lui dit, pas du tout, moi j'ai besoin de gens comme vous allez rester comme Kessel. Et Romain Gary, qui est jeune, insiste. Et en fait, de Gaulle est tellement énervé qu'il lui dit, bah allez-y, et n'oubliez pas de vous faire tuer. Romain Gary sort de la grande pièce du bureau du général de Gaulle, et sur le perron, de Gaulle le rattrape, et lui dit, vous inquiétez pas, ça ne peut pas vous arriver, il n'y a que les meilleurs qui se font tuer. Et c'est assez drôle parce que Romain Gary est resté gaulliste toute sa vie. Il avait une vénération pour le général de Gaulle, une vénération pour l'escadrille, enfin pour la fraternité aérienne, comme Kessel. Mais il avait gardé un petit peu ce côté rancune pour de Gaulle. Et il a dit dans un de ses livres, La nuit sera calme, on s'est vu une douzaine de fois avec de Gaulle et 5-6 fois, ça s'est mal passé. Mais il n'empêche qu'il lui a envoyé chacun de ses livres, comme Kessel, dédicacés, jusqu'à la mort de Gaulle. Et de Gaulle répondait à Joseph Kessel. Alors ça donne, lors des week-ends, on s'embêtait beaucoup à Londres, ça donne dans la campagne de Sussex, où, dans une auberge, sur la pelouse de l'auberge, où Kessel se rend avec Maurice Druon, son neveu, ça donne un chant que vous connaissez, qui est le deuxième hymne patriotique français, qui est un hymne officiel d'ailleurs jusqu'il y a quelques années, et c'est le chant des partisans. Donc ça a été écrit à deux, on n'a jamais su... si c'est Maurice Druon qui avait plus écrit ou Kessel, on pense que Kessel avait écrit aussi pour que son neveu ait des droits d'auteur. Et ça donne une chanson magnifique, « Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine », vous le connaissez évidemment. Et c'est chanté par Anna Marly, qui était russe d'origine, sur une vieille complainte qu'elle avait réaménagée. Et ça donne donc un chant qui est parachuté au-dessus des lignes, qui devient le chant des résistants, qui sert aussi à la radio de la France libre à Londres comme signe de reconnaissance. On le sifflote en particulier. C'est le moment des messages secrets et codés pour les résistants à l'intérieur donc du territoire français. Alors j'avais un petit extrait là, mais je crois que ça passe pas sur mon ordinateur. C'est pas grave, c'est juste la chanson. Et la guerre s'arrête. Évidemment, Kessel redevient très vite, non pas aviateur, mais écrivain et grand reporter écrivain. Il en a un peu marre parce qu'il a 50 ans. C'est vrai que les guerres se répètent souvent. Et en 1948, on lui propose de partir avec des marchands d'armes juifs français en Israël, qui va déclarer son indépendance avec Ben Gurion comme Premier ministre. Et il part avec un petit avion bourré d'armes. Sauf que, à peine la proclamation de l'État d'Israël est-elle faite, que la première guerre israélo-arabe, mi-mai 1948, éclate. Et l'avion qui fait des sauts de puce de Paris à Israël, en passant par l'Italie et Chypre, etc., au lieu de se poser sur Tel Aviv qui est bombardé, se pose à Haïfa, tout à fait au nord, la troisième ville d'aujourd'hui d'Israël. Et en fait, sur la piste au bord de la mer, que viennent de quitter les soldats britanniques, sortent d'une guérite deux soldats nouvellement israéliens, donc jeunes, juifs de la Haganah, en short, bronzés, qui lui délivrent le visa 001. Donc Kessel a eu le premier visa. C'est d'ailleurs la première entrée de mon livre, parce que je devais démarrer le livre sur AA, c'est la deuxième entrée. AA, c'est Alcoolique Anonyme. Parce qu'en fait, l'homme qui a fait connaître les alcooliques anonymes en France, c'est Kessel. Et puis je me suis dit, bon, le livre est déjà assez aviné, je ne vais pas rendre mes chers lecteurs alcooliques.
Donc on a commencé par une première entrée qui est un chiffre 001, et donc c'est le premier visa de l'État nouvellement créé en Israël. Et donc c'est son deuxième voyage en Israël, ou en Palestine, et c'est une révélation. Et d'ailleurs, quand il va devenir académicien français, en 1962, il va faire graver sur son épée d'académicien, c'est aussi une entrée du livre, 3 sigles ou 3 étoiles, l'étoile du David, la croix de Lorraine et la croix du Sud pour l'aventure et pour l'aéropostale. Voilà. Alors c'est également comme aventure les rubis en Birmanie, puisqu'il veut partir avec son ami Jean Rosenthal, qui est là à droite, qui est un courtier en pierres précieuses, Kessel étant à gauche, et il s'engage à Mogok, qui est une ville très éloignée dans la jungle, à la frontière chinoise de ce pays méconnu qu'est la Birmanie, et il en fait un livre et surtout une série de reportages pour François, parce que François est le journal qu'il emploie comme pigiste de luxe, on va dire, avec Pierre Lazarev qui est à sa tête, qui est d'origine russe également comme Kessel, et ça lui permet d'écrire des petits livres en quelque sorte, parce que 150 000 signes, c'est-à-dire 10, 15, 20 reportages qui se suivent, c'est un début de livre. Voilà, Kessel s'en va ensuite en 1956 même, pardon, à 58 ans, en Afghanistan, parce qu'il veut faire quelque chose comme un film, il ne sait pas trop, il n'a pas de scénario, il n'a pas d'argent, il n'a pas de producteur. Et il emmène avec lui, j'en ai parlé tout à l'heure, un jeune caméraman des armées qui vient de sortir des prisons du Viet Minh au Vietnam, parce qu'il était l'un des derniers à sauter sur Dien Bien Phu, c'est Pierre Schoendorfer, qui va devenir, un peu grâce à Kessel, le grand cinéaste qu'on connaît, la 317e section, etc. Et ça fait La Passe du Diable, qui est une sorte de docu-fiction, comment dire aujourd'hui, de documentaire-fiction, au pied des Bouddhas de Bamiyan en particulier, que j'ai pu retrouver, que j'ai pu faire restaurer, que j'aimerais vous projeter un jour. C'est un livre, un film magnifique, qui est un peu l'ancêtre des Cavaliers. Et alors, le film se fait quand même, pourquoi ? Grâce à quelqu'un que j'ai connu, qui est le roi d'Afghanistan, Zahir Shah, qui est monté sur le trône à 19 ans, en 1933, et qui, en 1956, donc, dit à Kessel, j'ai appris que vous n'avez pas d'argent, écoutez, vous êtes chez moi, tapis rouge. Et Zahir Shah, qui était étudiant à Janson de Sailly et à Montpellier, rappelé brutalement à Kaboul parce que son père, Nadir Shah, était assassiné, donc devient l'ami de Kessel. Et c'était déjà son lecteur. Et il dit, ah bon, vous voulez tourner un film avec des Chopendos, des cavaliers, de Bouskashi. Le Bouskashi, c'est un jeu à 2 équipes, assez violent. On le voit avec le film tiré du livre de Kessel, avec Omar Sharif, les cavaliers. On se dispute une chèvre décapitée. C'est très violent. Moi, j'en ai vu, il y a des bras cassés, des jambes cassées, etc. Vous voulez des chevaux, combien? Alors Kessel, il dit, je ne sais pas, 15. Allez, 150. Vous voulez des chèvres? Ah oui, c'est bien, dans le décor, combien? Alors Kessel, je ne sais pas, 50. Allez, 500. Et puis 100 camions qui arrivent, etc. Et voilà. Et pour ce film, pour la petite anecdote, c'est un film sans femmes, parce qu'encore aujourd'hui, c'est très difficile, évidemment, de filmer en Afghanistan les femmes. Et on propose à une femme qui a tué son mari pour violence conjugale, qui est emprisonnée, on lui propose de tourner dans le film une scène de mariage et de la libérer. Et elle dit non, je ne veux pas être vue par une caméra, je reste en prison. Et donc Kessel n'a pas pu tourner sa fameuse scène. Et c'est un pays qui l'a vraiment marqué. Et il l'a dit à un moment dans des écrits, je vous montrerai les carnets tout à l'heure, il a dit finalement que j'ai cherché ce pays toute ma vie. Les steppes, le côté sauvage, la fraternité, la parole d'honneur. Et la parole d'honneur, franchement, hein, la parole d'honneur. J'ai dîné encore il y a peu de temps avec un ami qui est le gouverneur de Kaboul, à l'issue d'une expédition qui s'appelle Paris-Kaboul, que j'avais montré d'ailleurs au Festival du livre de Nice. Il s'appelle Ahmed Akram. Ahmed se ferait tuer pour moi, c'est la parole donnée. Soit on vous tue tout de suite, soit vous êtes amis pour la vie. Il vaut mieux pas être tué tout de suite d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a un code de l'honneur qui a beaucoup plu à Kessel. Ça donne ce film. Vous reconnaissez le cavalier au milieu? Omar Sharif. Je vous dis tout de suite, il avait beau être grand joueur de bridge et collectionneur de chevaux de course en Normandie, il détestait, il ne savait pas monter à cheval. C'était un très mauvais cavalier, donc il a été doublé sans cesse, il avait peur à cheval. Et c'est un extrait des Cavaliers, donc le film de Oppenheimer. Ça, c'est La Passe du Diable que j'ai pu faire restaurer. Je vais vous montrer un extrait de 20 secondes, mais je crois qu'on n'aura pas la vidéo. Je vais voir, attendez. On va voir. Ah si, peut-être...
Si je peux le faire démarrer. Parce que c'est un... Non, j'ai le curseur qui n'arrive pas dessus. C'est un très très beau film. Là, j'avais 2 minutes à vous montrer, tant pis. Et je l'ai fait restaurer, donc il y a peu de temps. Et voilà, donc ça, ce sont les notes que Kessel a prises pendant ce tournage avec Kessel, avec John Hoffer, en 1956. Et on voit les noms des personnages du futur roman Les Cavaliers. Toursen, Moki, qui est le petit palefrenier, ou Rose, et puis la Chairana, c'est-à-dire la maison de thé, etc., etc. Donc il prenait des notes comme ça, sur des petits bouts de papier. Regardez ça, c'est un éphéméride de l'hôtel. Et il note des noms de lieux, Chirindaria, etc., la mort dans la Chairana, etc. Voilà, et ça fait le brouillon de son roman, Les Cavaliers. Là, c'est Le Cavalier. Là, c'est une page inédite également. C'est vraiment pour vous, hein, c'est... Encore imbibé d'eau, pardon, parce que le manuscrit n'est pas très bien conservé. Regardez l'écriture serrée, comment c'est raturé. Il faisait taper ça à la machine, il le relisait, il le re-raturait, etc. Une écriture très nerveuse. La secrétaire s'arrachait les cheveux d'ailleurs. Et puis là, avec un seigneur de guerre afghan. Alors, pour la petite histoire, donc il est retourné 2-3 fois, puis à un moment, c'est un grand buveur, hein. Même en Afghanistan, moi j'ai trouvé de l'alcool, il ne faut pas s'inquiéter. Et le seigneur Pashtun qui l'accueille le laisse un moment pendant le tournage, parce qu'il doit rendre visite à des tribus, et Kessel se retrouve tout seul dans la maison. Et puis il est pris d'un accès de démence. C'est lui déjà arrivé à Hollywood avec Humphrey Bogart. Humphrey Bogart est rentré chez lui dans une Rolls-Royce en nageant à l'arrière de la Rolls-Royce. Il a cru qu'il était dans la mer. Et il s'est amusé avec Bogart à savoir qui allait boire le plus. Apparemment, c'est Bogart qui a perdu, quoi. Et là, quand il est chez le seigneur Pashtun, il se met à tout casser. Il casse tous les meubles. Kessel est pris d'un accès de folie. Il casse le meuble principal, il casse la télévision. Il y a une des rares télévisions à l'époque d'Afghanistan, qui était encore un pays féodal. Il casse le miroir, etc. Et le lendemain matin, il dessoule et le seigneur rentre. Et Kessel est effondré en disant, mais écoutez, Seigneur, je suis désolé, j'ai tout cassé chez vous, je vous fais un chèque tout de suite. Vraiment, vraiment, je suis effondré. Il culpabilisait tellement. Quand il prenait du whisky, ça allait souvent très mal. Et vous savez ce qui se passe? L'histoire est authentique, et ça ne m'étonne pas. Le seigneur Pashtun prend une petite boîte d'allumettes, il l'attend à Kessel, il lui dit, voilà, faites ce que vous voulez, mettez le feu à ma maison, vous êtes mon ami. Voilà, ça c'est afghan. Alors, évidemment, Kessel n'a pas mis le feu, mais c'était une démonstration d'amitié, et puis en même temps, un moyen de déculpabiliser. Voilà. Kessel rentre à l'Académie française en 1962. Gallimard, son éditeur, ne voulait surtout pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, etc. C'est la seule fois de sa vie d'ailleurs où Kessel, qui va devenir donc académicien, va voter. Il ne votait pas sinon. Là, il votait pour d'autres personnes, dont son neveu, Maurice Druon, qui va rentrer grâce à lui. Et lui rentre grâce à André Mauroy et Mauriac. Donc là, on voit Kessel avec ses dents de la chance, et Mauriac qui est le monsieur à gauche, de face. Et l'intronisation a lieu 2 ans plus tard, en 64, mais pour la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est que Kessel, pour se convaincre d'y aller, va demander à des amis leur avis. Et les amis, qui sont-ils? C'est la pègre de Paris. Il va les voir à Montmartre grâce à un avocat qui s'appelle Henri Torres, qui est juif comme Kessel et qui est l'avocat des mafieux de Paris. Et la pègre lui dit, mais évidemment, Jeff, c'était son surnom, Jeff, vas-y, c'est un honneur pour toi, pour nous. Et c'est comme ça qu'il a candidaté. Ça n'a pas été facile parce qu'il avait beaucoup d'ennemis, dont un cardinal. Mais le cardinal est tombé malade lors du vote, donc tout allait bien. Voilà quelques couvertures de livres et surtout affiches de films. La Passion de son souci, L'Armée des Ombres, Belle de jour. Belle de jour, c'est un des plus beaux films avec Deneuve, de Louise Buñuel, qui ne retrace pas totalement le roman. Le roman a fait scandale en 1928. C'est l'histoire d'une femme bourgeoise du 16e arrondissement à Paris, le matin, mariée à un chirurgien dentiste, et l'après-midi qui va au bordel. Elle est prostituée. Et on ne comprend pas pourquoi ce livre Paris 1928, il a 30 ans, pourquoi une bourgeoise va se prostituer l'après-midi. Et on apprend à la fin du livre qu'elle a été violée, jeune, adolescente, par un plombier qui est venu donc dans l'appartement de sa famille. Ce que ne montre pas Buñuel. Buñuel en fait une critique de la bourgeoisie. Mais le livre de Kessel est un des premiers livres en roman
qui s'insurge contre la violence faite aux femmes, comme on dit aujourd'hui. Et c'est en ce sens où Kessel était vraiment visionnaire. Il est visionnaire également avec La Passion du sans-souci. La Passion du sans-souci, qui est un film avec donc Romy Schneider, c'est le dernier film de Schneider. Schneider meurt très vite après. Elle a mal parce qu'on lui a enlevé un rein, son fils est mort, David. Et elle était tellement peinée, comment dirais-je, sensible, rendue sensible par la lecture du livre de Kessel, qu'elle a convaincu Ruffio de faire le film et de faire le film avec elle. C'est l'histoire d'une femme, d'une Allemande, qui vient à Paris, Elsa, et dont le mari est détenu dans des camps. Son mari n'est pas juif, mais il est politique, opposant à Hitler. Il est dans les camps de concentration en Allemagne. Elle essaie de le sauver. Et elle se prend de passion pour un jeune petit juif français qui s'appelle Max. Ça fait un très beau film, et un très beau livre d'abord. Mais l'histoire, c'est que Kessel avait écrit des livres, des films, avait écrit des articles, sur les camps de concentration dès 1934. Hitler prend le pouvoir en 1933. Lui, grâce à ses contacts avec des juifs berlinois et des mafieux, il sait qu'il y a des camps de concentration, sauf que dans les journaux dans lesquels il écrit, on ne le croit pas. Bon, il passe des papiers qui sont inaperçus, etc. Et le roman sort quelques temps après, et c'est le premier roman qui dénonce les camps de concentration. Et ça en fait un livre magnifique, et un film bien longtemps après, donc, et le dernier film de Romy Schneider. Et c'est en ce sens, là aussi, où Kessel est visionnaire, parce qu'il se sert du roman pour dénoncer la montée du nazisme. Et d'ailleurs, il a croisé Hitler en 1932, avant qu'il soit élu, et il a regretté de ne pas avoir eu de revolver sur lui, a posteriori. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit ça, c'est Philippe Soupeau, que j'ai rencontré très très jeune, j'avais 20 ans et quelques, je passais de Nice à Paris pour mes études, et Philippe Soupeau est un grand poète du surréalisme avec Breton et Aragon, qui a quitté le surréalisme pour être grand reporter en mer Rouge, un peu la même veine, hein, Rimbaud, Gary, Kessel, Soupeau, et qui disait, moi aussi j'ai croisé Hitler dans un ascenseur, et j'ai regretté de ne pas avoir un revolver ce jour-là. Coïncidence. Quoi. Voilà, ça c'est une lettre de Kessel à Janine, qui était une Canoise, et qui était la compagne de son petit frère, Georges Kessel, qui est mort d'une dose d'opium. En fait, on pense qu'il s'est suicidé. Et voilà, c'est un cadeau pour vous également. Et il parle de l'Afghanistan. Voilà. Voilà. Puis le prix Joseph Kessel. Après le prix Albert Londres, parce que pour moi, c'est un petit peu le cousin du prix Kessel. Le prix Kessel étant un prix littéraire plutôt de roman. Mais on prime aussi de temps à autre des journalistes. Et le prix Albert Londres étant un prix de journalisme. Et on prime aussi de temps en temps des écrivains. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à me poser des questions. Merci.